Je voudrais continuer cette réflexion sur l'égalité dans le contexte de la Chine socialiste de la nouvelle ère par une réflexion sur l'égalisation du pouvoir du Parti communiste chinois et du peuple. La légitimité de la démocratie à la chinoise repose en effet sur le contrôle exercé par ses propres citoyens, l'autocontrôle que le parti prétend exercer sur lui-même et sur la société se redouble d'un jeu de l'opinion publique. Les encouragements de Wang Qishan à la lecture et au débat sur Tocqueville le prouvent. Tocqueville n'était-il pas le penseur de la tyrannie de l'opinion ? Je cite la fameuse expression de Tocqueville. Tocqueville n'écrivait-il pas que dans la démocratie, je le cite, les passions du peuple ne peuvent trouver d'obstacles durables qui les empêchent de se produire dans la direction journalière de la société, propos que vous trouvez dans la démocratie en Amérique. On peut toutefois se demander dans quelle mesure le PCC modère ou exacerbe cette tyrannie qu'encourage la démocratie et contre laquelle Tocqueville, vous vous souvenez, nous avait mis en garde. Je cite encore Tocqueville, le despotisme qui est dangereux selon Tocqueville, dangereux dans tous les temps et donc particulièrement à craindre dans les siècles démocratiques. Fin de citation. C'était au premier tome de la démocratie en Amérique, page 109 de l'édition Vrin. Le contrôle populaire a posteriori sur l'exercice du pouvoir est consubstantiel à la démocratie et son rôle stratégique fait qu'il est surveillé sur le net. Sur ce contrôle du net et sur la souveraineté de l'Internet chinois, voyez dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine, le discours du 16 décembre 2015, page 663. Le contrôle populaire soutient l'autocontrôle du parti sur lui-même. Il soutient sa moralisation, il soutient cette auto-révolution du parti, lui permet d'écarter les cadres indésirables qui choquent cette opinion et d'opérer des changements internes tout en maintenant sa continuité institutionnelle au pouvoir, sans avoir besoin de recourir au mécanisme de la légitimation par la réélection qui est employé dans les démocraties électorales. Quoique, comme je l'ai déjà dit dans un précédent post, le système électoral gagne de l'importance au fil des années en Chine et constitue une espèce, si vous voulez, de mécanisme de contrôle et de légitimation, effectivement, de sanctions a posteriori qui légitiment par la réélection les élites au pouvoir. Sous l'unité et la continuité apparente d'un parti unique au pouvoir, il ne s'agit pas moins de veiller au renouvellement le plus efficace de la classe politique, de poursuivre l'œuvre révolutionnaire de transformation des mentalités bourgeoises, des élites dirigeantes. Cette révolution dans la révolution n'est sans doute plus aussi effervescente qu'au temps de la révolution culturelle, mais le projet n'en est pas pour autant devenu obsolète. Et le souvenir de Mao reste de ce point de vue vivace, inspirant. L'aristocrate normand, comme on l'appelait, c'est-à-dire Tocqueville, que Wang Qishan fait jouer comme miroir des risques qui menacent la société et le parti, sert donc habilement la cause du peuple. Xi Jinping rappelle que la position sociale ou la position dans la hiérarchie du parti ne doivent pas être une occasion de jouissance bourgeoise ou d'octroi indu de privilèges. Il rappelle qu'il s'agit plutôt d'être, je le cite, secrétaire du comité de parti de district comme Jiao Yulu ou d'imiter Lai Feng, selon les leitmotifs ressassés, ou d'être le premier à se mettre à l'œuvre et le dernier à jouir des fruits du travail, etc. etc. En ce qui concerne Jiao Yulu, qui fait l'objet d'innombrables références dans les discours de Xi Jinping, voyez par exemple le 12 janvier 2015, page 167 du tome 2 de la gouvernance de la Chine, Jiao Yulu est un cadre honnête du parti, enfin réputé tel en tout cas, mort en 1964 d'un cancer du foie.
il avait incarné le style de la politique de la ligne de masse, l'exigence de proximité avec le peuple. Et c'est pourquoi Xi Jinping le cite si abondamment. Alors, ces formules que je viens de citer sont-elles le saupoudrage exotique de fadaises morales ou le signe avant-coureur d'un effondrement imminent? C'est toujours possible, mais je les interprète différemment. Le chapitre 5 du tome 2 de la gouvernance de la Chine est sans doute le chapitre le plus fourni en matière d'exhortation morale. Il compte 12 discours et affiche ainsi déjà par le volume des pages l'importance que Xi Jinping accorde à la morale pratique, c'est-à-dire à la vertu comme amour de l'égalité, ou à l'amour de l'égalité comme vertu et non comme cette passion nivelante et destructrice qui fascinait justement Tocqueville autant qu'elle l'effrayait. Donc Tocqueville me semble être plutôt utilisé comme un repoussoir, en tout cas le discours que Tocqueville tient sur la démocratie. La valorisation chinoise de l'égalité confirme l'interprétation tocquevillienne de la société démocratique comme une société des égaux, en un sens, oui, mais ne confirme pas le diagnostic d'une passion, pour parler comme Tocqueville. Diagnostic critique qui était, chez Tocqueville, lourd de suspicions péjoratives. On sait en effet quelle réticence ambiguë avait Tocqueville à l'égard de l'égalité. La marche des sociétés démocratiques vers l'égalité est tout à fait juste pour lui. Elle est un fait providentiel, selon son expression, un fait providentiel contre lequel Tocqueville ne veut pas lutter. Pierre Manant revenait là-dessus dans Tocqueville et la nature de la démocratie chez Gallimard en 2006. Mais le problème de la démocratie pour Tocqueville, c'est qu'elle nivelle, elle anomise, elle affadit la vie, elle sape le type de l'homme aristocratique, le goût de l'allure, de la hauteur, de la grandeur, de la magnanimité, de la supériorité, autant de termes qui reviennent, sous la plume de Tocqueville, comme une expression teintée de nostalgie. Mais y a-t-il un déclin de l'homme aristocratique au cœur du nouveau modèle démocratique à la chinoise? Peut-on l'y constater? Est-ce une fatalité? Voilà la question qui finalement se pose à Tocqueville ou que la Chine pose à Tocqueville. Il n'est pas sûr en effet que les deux types d'humanité distinctes, selon l'expression de Tocqueville, ces deux types d'humanité définis par Tocqueville, le type démocratique et l'aristocratique, dont le divorce a été consommé par la révolution ou les révolutions du XVIIIe siècle, la révolution américaine et française. Il n'est pas sûr que ces deux types soient inconciliables. À l'analyse sociologique de Tocqueville en Amérique, il convient peut-être de répondre par une analyse sociologique de la Chine socialiste qui interroge la survivance du type tocquevillien d'homme aristocratique décrit par ses singularités psychologiques et l'étendue de son influence. Ces singularités psychologiques sont par exemple mises en avant dans les biographies de Xi Jinping, biographies qui exaltent notamment son courage, sa patience, sa persévérance, sa culture, etc. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je validais ces biographies et leur contenu. Mon propos ici n'est pas militant, il n'est pas de prendre parti, il est simplement de faire observer que la figure du héros, de l'homme fort, est toujours valorisée dans la mythologie socialiste, si vous voulez. De même, je ne me prononce pas sur la valeur interne, intrinsèque de Jiao Yulu ou de Lai Feng. Je me contente simplement de faire remarquer l'importance que le discours officiel chinois donne au type ou à la figure du héros, ce qui me semble pour le moins nuancé et en réalité contredire l'interprétation tocquevillienne de la démocratie.
Je vous propose de continuer cette analyse de la persistance de la figure du héros dans la Chine socialiste de Xi et les enjeux sociologiques de l'analyse de Tocqueville, ou leur pertinence pour ce qui est de la Chine socialiste ou de la démocratie socialiste à la chinoise, dans un prochain podcast. Et je vous souhaite, en attendant, une belle journée à tous.